Alors, en deuxième intervenant, nous avons le grand honneur d'accueillir notre collègue M. Hubert Forestier, alors, qui est, alors, je vais dire, professeur de préhistoire, mais pas que, multicarte. C'est un homme orchestre, c'est un passe-muraille à la Audricourt lui aussi. Il est professeur au Muséum national d'histoire naturelle du département Hommes et Environnement de l'unité mixte de recherche 71-94 du CNRS et du Muséum, Institut de paléontologie humaine et Université de Perpignan via Domitia. Alors, Monsieur Forestier était autrefois, je l'ai connu, était chercheur à l'IRD à Lordston, puis au CNRS. Il a beaucoup travaillé avec des ethnologues, donc il connaît très bien notre discipline. Il a passé des années sur le terrain, véritablement, plus de 15 ans en Indonésie. Il est un spécialiste de ces terres, l'Indonésie, mais aussi la Thaïlande, la Chine maintenant, et d'autres lieux. Le Cambodge, bien évidemment, ce soir, cet après-midi, ce sera sur le Cambodge. Et on se connaît depuis 30 ans maintenant, pas quelque chose comme ça. Je suis très honoré parce que c'est un spécialiste de la paléontologie et il y en a de moins en moins. Alors là, on a un grand connaisseur de cet immense espace de temps qu'est avant le néolithique, aux temps les plus anciens de Homo sapiens. Donc on a quelqu'un ici que nous sommes très contents de recevoir. Et ce n'est que la première fois, il y en aura d'autres, je l'imagine comme ça. Alors, vous allez nous parler de fouilles, je vous laisse la parole, sur le Cambodge, la plus grande grotte de toute l'Asie du Sud, de tout le Cambodge, c'est sûr, et d'une des plus grandes de toute l'Asie du Sud-Est. Péninsulaire. Cher Pierre, merci. Je voulais d'abord remercier Rama Serratou m'essuyer. Je voulais d'abord remercier le professeur Leroux et puis son collègue enseignant Jérémia Cometti pour m'avoir invité donc à parler et à présenter un pays important pour moi, pour beaucoup d'entre vous. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup d'africanistes, et puis, mais bon, il y a des gens qui travaillent en Asie aussi, donc qui est le Cambodge. Donc je voulais vraiment vous remercier sincèrement, et je sais que pas mal de préhistoriens sont passés, sont venus présenter leurs travaux. Moi, je vais présenter l'histoire d'une grotte, qui est très certainement la grotte la plus grande, volumétriquement parlant, en Asie du Sud-Est péninsulaire. Bon, j'ai décidé, je ne veux pas d'emblée parler de préhistoire, parce qu'on perd les gens dans le temps. Hein. Nous, on est dans le temps long. Notre but, la problématique de mes collègues, et je fais ça en coopération avec les Cambodgiens et avec le ministère de la Culture, c'est de reconstruire, de comprendre l'histoire d'avant encore, en fait. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire du néolithique jusqu'aux périodes les plus anciennes. Donc, qu'est-ce que le néolithique au Cambodge? Qu'est-ce que sont les périodes anciennes? On ne connaît pas trop. Donc, j'ai décidé d'introduire ce sujet de façon plus ou moins structurée, parce qu'on s'égare toujours un peu quand on raconte la préhistoire à partir du factuel, mais présenter le Cambodge, présenter, je dirais, la spécificité géomorphologique. Ensuite, présenter aussi la préhistoire qui tourne autour de cette Asie du Sud-Est très brièvement, c'est-à-dire toute l'importance du Cambodge au sein de cette énorme préhistoire, sachant que les colonisations viennent forcément du sud de la Chine et de la Chine, que ce soit pour les Homo erectus, les hommes très anciens, on a dû parler Valéry Zetoun, mon collègue, qui a d'ailleurs participé depuis 10 ans au Cambodge, et moi-même je participe en Thaïlande à ces fouilles. Et puis parler, après ce contexte-là, régional, parler du contexte aussi de l'histoire de la recherche archéologique préhistorique au Cambodge. Si je dis archéologique au Cambodge, ça n'a pas de sens, parce que archéologique c'est encore, donc je ne veux pas exister. Alors je parle d'archéologie préhistorique, au moins je suis dans une chronologie de temps qui est avant encore, c'est-à-dire avant les grands royaumes, etc. Et enfin, je vais vous présenter les principales découvertes depuis 10 ans, du plus récent jusqu'au plus ancien. Donc en fait, toute une diachronie qui est inscrite sur 10 mètres d'épaisseur stratigraphique. Donc c'est-à-dire que la stratigraphie archéologique ici, sur 10 mètres, vous voyez le trou au centre, là, vous le verrez mieux après, représente, si vous voulez, un enregistrement comme une bande dessinée, comme un livre sur lequel on va pouvoir déchiffrer et tourner les pages, comme un vaste palimpseste sur 10 mètres, qui est aussi un enregistrement sédimentaire, bien sûr pédologique, et qui a enregistré aussi des traces de climat passé. Je n'ouvrirai pas la question de la
paléoclimatologie ni le paléo-environnement ici parce qu'elle est en cours d'étude. Je me restreindrai uniquement au factuel et à la chronologie. Donc, c'est une mission qu'on a débutée il y a maintenant 10 ans, 11 ans, donc avec le ministère de la Culture, mon collègue Anxo Paddy, et c'est une mission qui va s'inscrire dans 5 missions en Asie du Sud-Est, en Thaïlande, avec des réseaux effectivement CNRS. Aux Philippines, c'est des mises en réseau de missions préhistoriques en Asie du Sud-Est. Java, bien sûr, la mission préhistorique Franck Potaï, qui est dirigée par mon collègue Zetoun. Donc le Cambodge intervient, si vous voulez, au sein de différentes missions en préhistoire, avec à la fois une dimension académique et une dimension aussi d'échange entre Asiatiques. Parce que le but, c'est d'apprendre à fouiller. C'est aussi des techniques de fouille qu'on peut, à travers tous ces pays, échanger, et on peut pouvoir dialoguer sur des données scientifiques. Voilà, alors pourquoi relancer des recherches préhistoriques au Cambodge alors qu'ils ont un drapeau national? Je crois que c'est le seul parmi les drapeaux du monde où il y a, il y a un document archéologique dessus. C'est vrai que passer après la grande archéologie angkorienne n'est pas facile. En tout cas, le Cambodge se situe, pour ceux qui ne connaissent pas, à environ 11 000 km de la France. C'est une zone tropicale, donc une cuvette, grande cuvette, qui est centrée autour d'un grand lac, une grande réserve de biodiversité qu'on appelle le Tonlé Sap. Et vous avez la vallée du Mékong, avec le fleuve Mékong qui coule et qui a dû drainer des populations. Moi, je fais partie des préhistoriens, puisqu'on parlait des migrations à l'instant. Je pense que les hommes préhistoriques font comme les avions, ils ont suivi les grands fleuves, le Mékong, la Salaween, le Chao Phraya. Et on se rend compte que les principaux sites, à l'heure actuelle, sont le long de ces voies fluviales. Donc ça, c'est quelque chose d'important. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. D'ailleurs, au bout de 3-4 jours, quand on ne s'alimente plus en eau, on risque de mourir. On meurt. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, qui est de la donnée un peu vitaliste, mais elle est très importante. Donc, c'est un climat mousson, saison sèche de novembre à avril, donc on fouille en février-mars, juste avant les grosses chaleurs, et saison des pluies, jusqu'à son crâne ici. Voilà. Saison des pluies de mai à octobre. Voilà. Et l'influence des reliefs sur les précipitations, bon, c'est variable. Il y a 2 mètres d'eau par an à certains endroits, d'autres 4 mètres d'eau, ça dépend les aires orographiques. Le Cambodge, qu'est-ce que c'est? Alors, avant de tomber dans la préhistoire, c'est de la plaine, de l'eau, des mines, et encore. Si vous devez retenir quelque chose, c'est à peu près ça. C'est quelques photos pour vous montrer ce qu'est le Cambodge, un pays merveilleux d'ailleurs, hein, déjà un peuple de l'eau. Et puis, bon, bien sûr, je passe sur Angkor, qui est bien sûr très connu. Origine de l'Inde ou de l'indianisation, il y a 4 choses. Hein. Là, j'en ai mis 3. C'est d'abord le bouddhisme, c'est l'alphabet qui vient d'Inde, c'est le palmier borassus aussi, qui est très connu, qu'on retrouve, la vache à bosse, et aussi dans la charrette à fond plat, qui vient d'origine indienne. Donc, je ne fais pas de parallèle, mais je dépeins un peu ce qu'est le Cambodge. En ce qui concerne le relief physique, je vous ai montré à l'instant, c'est une plaine, c'est entouré de socles métamorphiques très anciens, précambriens, et vous avez pas beaucoup de relief, un petit peu sur la partie est, et la partie ouest avec la chaîne de l'éléphant et le cardamone, et notre région d'étude est dans cette région nord-ouest du Cambodge, si vous voulez encore, est par ici, et on se situe au nord-ouest du Cambodge. Donc on est dans des sédiments quaternaires au centre, qui ont été drainés par le grand lac Tonlé Sap, et vous avez le Mékong, avec les chutes de Khun ici, le Laos, et on a, vous verrez, des sites préhistoriques qui vont être le long du Mékong, et puis après aux endroits où il y a des grottes et des abris. Donc on avait 2 solutions, chercher des sites en bord de Mékong, pas facile, parce que les contextes alluviaux, les terrasses, pas simple au niveau conservation, on en a trouvé, issus je rappelle un peu l'histoire, de travaux très anciens, et c'est des formations fluviatiles. Et après, le but était de reprendre des enregistrements en grotte, c'est-à-dire ce livre ouvert qu'on va fouiller. Après une dizaine d'années, je vous montrerai ce qu'on a trouvé. Pour vous montrer une autre idée de la topographie du Cambodge, qui est assez resserrée pour l'archéologie, parce que si on cherche des reliefs, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a ici, sur la partie ici, puis la frontière, après le Vietnam. Les Vietnamiens sont un peu plus gâtés. D'ailleurs, tout le nord est quand même constitué d'une chaîne calcaire d'origine permienne qu'on va retrouver au Cambodge et qu'on va retrouver jusqu'à Krabi en Thaïlande. Ça fait de très beaux reliefs calcaires, je vous en montre quelques-uns.
C'est exactement la même formation, c'est ce qu'on appelle le karst tropical humide, karst à tourelle, mogote, qu'on retrouve à la fois au Cambodge, dans la région du Kampot, mais aussi dans la région nord. Alors plus ou moins formé, plus ou moins érodé. Vous avez la région du Nord-Vietnam, qu'on connaît bien, Hoa Binh, j'y reviendrai tout à l'heure. Bon, là, on est dans ce qu'on fait de mieux peut-être en termes de relief, c'est Chiling, donc c'est dans le Guangxi, c'est les Stone Forest, où il y a la rivière Li. Je crois que c'est l'aboutissement de ce qu'on peut faire en termes de relief karst tropical humide. Et enfin, on l'a aussi dans d'autres territoires qui sont Cuba, donc tropicaux. En ce qui concerne ces karsts, ces formations, les grands sites préhistoriques, alors bien sûr, il y a l'endroit où nous travaillons, je dis nous parce que je travaille en coopération avec mon collègue Sopadi et l'Université des Beaux-Arts de Phnom Penh et le ministère de la Culture, donc où on travaille. De temps en temps, je dirais je, mais ne voyez pas ça comme une possession de ma part, c'est un raccourci. Et vous avez des grands centres au nord qui était anciennement le Tonkin, qui a donné la richesse de la préhistoire indo-chinoise, on va dire. Ça fait partie de tous ces reliefs du nord du Vietnam qui ont donné de grands sites, j'y reviendrai. La frontière anémitique, on a beaucoup de grottes, beaucoup d'abris. On en a aussi au Laos, on dirait les karsts de Vampieng ici. Et on a, pour les préhistoriens, une possibilité d'aller travailler dans ces terrains quand il y a de la conservation de matériel archéologique, ce qui n'est pas évident. Je reviens au Cambodge et je vous montre juste les endroits où on est allé, parce qu'on a tourné, on a fait des prospections avec les partenaires. Il y avait 3 endroits. Il y avait la région de Prévière, qui est très minée encore, à la frontière du Laos, qui est compliquée, plus les chutes de Khun, le passage du Mekong, les inondations, très difficile au niveau conservation et sédiments. On avait le Kampot, qui a été sondé par Jean-Pierre Carbonel il y a quelques années, qui avait donné des karsts et des remplissages du néolithique. Malheureusement, ça a été exploité pour des phosphates, puis pour de la craie, il y a des cimenteries, ils ont tout détruit, l'arméier, donc je ne peux plus barrer, on y est allé, c'est impossible au niveau travail. Il ne restait plus que la grotte de Langspin, à une 30aine de kilomètres de la ville de Pailin. C'est exactement là où ils ont tourné le film Les Killing Fields, hein, d'ailleurs. Ça se situe dans cette région où il y a le retrait des Khmers rouges, donc jusqu'en 2006, on n'a pas pu travailler. C'est une région qui était très 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 minée. Pierre, tu connais bien. Alors il y a un petit, moi je reviendrai, c'est une petite anecdote qui est assez sympa. Voilà, et je travaille, excusez-moi pour la photo, elle est complètement floue, j'ai dû l'étirer. Nous on travaille sur cette formation, Mogote, où il y a, vous verrez, une quinzaine de grottes. J'en ai choisi une, qui est une grotte sommitale, qui est la grotte numéro 1, et on appelle ça le Phnom Ten Trang, c'est-à-dire la grotte des ponts. Elle se situe au niveau d'un Cambodge qu'on connaît surtout. Alors, vous voyez, les sites préhistoriques, ça serait des étoiles rouges et bleues, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des sites très anciens le long du Mekong, qui est du paléolithique très ancien, aux alentours de 600 000 ans, 1 million d'années, on ne sait pas trop. Plutôt 600 000 ans. Et après, au niveau des grottes où il y a eu de la préhistoire, c'est-à-dire ça peut être du néolithique ou du havinien, on a un peu pour le néolithique, effectivement, Phnom Lang, Kbal Romeas ici, dans le sud du Cambodge, mais c'est surtout Langspin. Donc notre projet, ça a été de travailler de choisir Langspin et de commencer à fouiller ce site-là. Je vous avais dit que je le mettais en contexte, c'est-à-dire que là, je vous ai parlé de sites très anciens, probablement en rouge, 600 000 ans. Je vais vous montrer un peu ce que c'est, ce qu'on a trouvé, ce qu'on a publié, parce que j'ai fait des prospections. Je n'ai pas pu fouiller parce qu'on a des systèmes de terrasse fluviatile, c'est très compliqué. Les datations de 600 000 ans par des tectiques, c'est des petits morceaux de météorites. Et ça a été déjà vu par des géologues. Et nous avons repris des prospections, on a retrouvé des industries taillées. Donc on a prouvé qu'il y avait des occupations qui ont suivi effectivement le Mekong à une période très ancienne, entre 600 et 1 million d'années. Les Homo erectus arrivent en Indonésie aux alentours de 1 million, 1 million 4. Je pense que Valérie Zetoun nous a parlé d'enfants de Mojo-Carto, 1 million 4, 1 million 6. Il est passé forcément par le Cambodge à un moment donné, et ils ont suivi les grandes voies fluviales. Mais le site qui nous a arrêtés, c'est le site de Langspin. Alors, au niveau des périodes très anciennes, je donne juste un rapide aperçu de ce qu'on connaît. Je travaille sur le nord de la Thaïlande avec mon collègue Zetoun, sur des formations. Alors, c'est très divers, parce que parfois, c'est des sites de plein air, parfois, c'est en grotte. Là, vous voyez, c'est des formations très érodées à Saodine, au nord-ouest de la Thaïlande. Donc, c'est probablement 500 000 ans, on est en cours de datation. Ça, c'est des données un peu inédites.
Les Vietnamiens ont trouvé une industrie à 800 000 ans, An Khe, ici, plutôt pas très loin d'Ho Chi Minh. Qu'est-ce qu'il en est du Cambodge? Je vais vous montrer ce qu'on a trouvé. Aux Philippines, on a une date à 700 000 ans. Kalinga, que nous avons publié dans Nature, qui est un jeune chercheur du Muséum national d'histoire naturelle, qui a mis au jour une industrie à 700 000 ans, que j'ai eu le plaisir d'étudier, et associée à un rhinocéros. Et une industrie sur biface ici, qui a mal été datée pour l'instant. Et en fait, vous avez la grande préhistoire de Java, avec, bien sûr, il arrive aux alentours de 1,4 million, mais avec des sites d'occupation associés à des activités de boucherie et des eaux à 800 000 ans. Donc, que fait le Cambodge là-dedans? Il n'a aucune raison que tous ces territoires, alors bon, je ne parle même pas de la Chine, où là, on a des sites à 2,2 millions à l'heure actuelle. Il est tout à fait obligatoire que, à la fois le Laos, bon, qui est très montagneux, c'est pas facile de trouver des sites, mais surtout le Cambodge, qui est une plaine, très certainement un entonnoir de population, de migration, a dû trouver effectivement preneur à un moment donné. Voilà. En ce qui concerne l'homme moderne, pour le Cambodge, on n'en a pas trouvé de très ancien. On a Tampaline à 63 000 ans, Kalaokev à 66 000, Tabon aux Philippines à 47 000, Moku en Thaïlande, sur lequel nous avons travaillé aux alentours de 25 000 ans, 73 000 ans, 37 000 ans à Java. On peut dire que l'homme moderne est passé aux alentours de 70 000 ans. Il y a une grosse migration qui est passée vers l'Australie. L'Australie est peuplée à 50 000 ans. Papouasie-Nouvelle-Guinée, 50 000 ans. On sait qu'aux alentours de 70 000, il est par là. Voilà, le temps qu'il progresse et qu'il passe toute l'insule Inde, les Nusa Tenggara, jusqu'à la mer de Torres, et puis la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Australie, il faut à peu près quelques milliers d'années. J'en viens à l'homme moderne sur l'Asie du Sud-Est. Ce qui est intéressant, c'est que, pour vous donner un climat général, c'est que quand il est moderne, en général en Europe, il fait des industries osseuses. Vous avez toujours tous entendu parler de Lascaux, du Magdalénien, etc. Enfin, là, il s'agit du Magdalénien. On a effectivement une industrie osseuse, on a un débitage laminaire, et on a tout ça dans une partie ouest de l'Europe. C'est ce qu'on appelle en général la leptolytisation, c'est-à-dire l'allègement de l'outillage. En Asie du Sud-Est, ils ont voulu nous faire une surprise. On n'a pas du tout ce schéma. Et on tombe dans une industrie de galets taillés. Alors, qui sera associée très certainement à un outillage sur le végétal, qui a disparu, mais qu'on retrouve. J'ai une étudiante qui travaille sur les micro-traces, notamment du bambou, et qui arrive à mettre en évidence à l'heure actuelle, par le tranchant des outils, les traces de bambou, les traces de végétal. Il faut savoir que le bambou à 60%, je finirai dessus parce que ça peut être qu'une conférence, hein, il y a 60% de silice. Silice contre pierre, ça fait quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc, je veux dire, ils n'étaient pas plus bêtes, ils ne sont pas restés au niveau des gros outils taillés. Bien au contraire, ils avaient dû inventer, très certainement par les tropismes des lieux, une industrie encore plus légère que ce qu'il y avait en Europe à l'époque. Ça, c'est une hypothèse. Gourou en a parlé, des ethnologues en ont parlé, Congominas en a parlé. Il y en a pas mal. Voilà. Le wabinien et la pierre taillée, donc pour l'homme moderne, on le doit à une dame dans les années 20. Je sais que Pierre, ça fait plaisir. Là aussi, c'est une héroïne, elle a fouillé 80 grottes, 62 exactement, mais bon. Au Nord-Vietnam, ça c'est une photo que j'avais prise il y a quelques années. Donc dans le massif, pas loin de Hoa Binh, un petit peu au nord de la côte. Et elle a mis en évidence effectivement ces gros cailloux assez plats, des unifaces on appelle ça. Elle appelait ça du wabinien. Wabinien. Voilà. Cette dame les a entreposés au musée d'Hanoï, hein, certains connaissent. Hein, et ces industries font partie du patrimoine du sud-est asiatique et partie du Vietnam. Ils mettent une date à 40 000 ans. Bon, ils appellent ça le late paléolithique. C'est le paléolithique final, ça appartient à l'homme moderne. Pendant très longtemps, vu que c'était assez fruste et archaïque, entre guillemets, ils s'en sont pas trop vantés, parce qu'en Europe, on vantait plutôt l'allègement de l'outillage, et on pensait que l'homme, universellement, avec des concepts universels, allait donner de l'allègement. Non, en Asie du Sud-Est, on est très certainement dans une industrie, je vous disais, dans le végétal. Donc en fait, les outils en pierre sont relégués au rang de second. Alors qu'en Europe, pendant les glaciations, il y a moins d'herbes, il y a moins de, si vous voulez, de végétal. Et on a fait des lames de pierre, on a fait des allongements dans la pierre, dans le minéral. Donc là, vous voyez ce genre de pièces, qui sont des pièces de musée. C'est une femme extraordinaire, hein. Non seulement elle a défini le wabinien, mais en plus, elle luttait à la fois contre les gens comme... elle était rivée, il y a Sedès au milieu, voilà, c'était un monde d'hommes, il faut se remettre dans les années 20-30, c'était quand même quelqu'un d'assez important qui a pu, et qui a été rattaché à l'école française Extrême-Orient,
Elle était géologue et elle est née à Strasbourg d'ailleurs. Née à Strasbourg. Et la plaine des Jarres. Et la plaine des Jarres, bien sûr la plaine des Jarres. Sur le Wabinien, elle a créé le concept Wabinien et on lui doit ça. Je résume ça comme ça très rapidement. Vous avez, pour vous montrer un schéma très simple, sur l'Europe depuis, on va dire, les premiers outils à 3 millions d'années, mais ça c'est l'Afrique. Disons que sur l'Europe, aux alentours du million, vous avez des gros galets, c'est-à-dire l'équivalent de près ou de loin de ça, et vous avez toute une montée en allègement de l'outillage que certains connaissent. On passe par le moustérien pour Néandertal, après on a toutes les industries de l'homme moderne que vous avez pu voir dans les musées, le solutrin avec les feuilles de pierre, l'Iarpour magdalénien, etc., jusqu'au néolithique, le polissage. En Asie, ils cassent le schéma, il n'y a rien de tout ça, et ils sont dans ces grosses industries. Donc au Wabinien, donc notre but au Cambodge, c'était en tout cas de trouver un site, Langspin, parmi plein d'autres sites, je ne vais pas tous les détailler, il y en a beaucoup en Thaïlande. Alors pourquoi il y en a plus en Thaïlande qu'ailleurs? Parce qu'il y a eu plus de recherches en Thaïlande pendant un siècle, c'est tout. Voilà, tout simplement. Ils étaient plus organisés, ils n'ont pas eu la guerre, ils ont colonisé tout le monde, ça y est, je l'ai dit. Donc en fait, ils n'ont pas eu les affres de la guerre, et ils ont eu des chercheurs de qualité avec lesquels on travaille. Nous, on fait faire de la politique, on fait de la préhistoire. Et donc, ils se sont retrouvés finalement en avance, et nous-mêmes, on y travaille. Donc, on ne peut pas dire le contraire. Et il y a énormément de sites dans le nord, énormément de sites dans le centre, et bien sûr, il y a des sites dans le sud, notamment Mokyu, Sakai Cave, Langon Green, qui sont des sites très importants, en plus en bordure de plage, karst tropicale. Pour ceux qui connaissent les plages de Thaïlande, tout se passe entre ici. Enfin, pas que, il y en a aussi là. Voilà. Donc en fait, notre but, c'était d'ancrer et d'aller chercher au Cambodge, justement, une profondeur de temps. Alors, il y a des gens avant moi qui ont travaillé au Cambodge. Je ne suis pas le premier arrivé. Madeleine Kolani est passée au Cambodge, mais elle a moins travaillé. C'est surtout Henri Mansuy. Mais disons que sur la préhistoire, ça a été une chasse gardée. Alors, je vais vite. Émile Cartalia, qui est le premier professeur de préhistoire à Toulouse, dans les années 1880, a écrit des articles dans les années 10-70 sur le Cambodge. Je veux dire, c'était assez extraordinaire, parce qu'après, c'est tombé dans l'oubli. Vous avez des gens comme Henri Mansuy, qui a beaucoup travaillé sur le Grand Lac Tonlé Sap, et notamment le site de Saint-Montseng. Louis Malray, Edmond Saurin, surtout, grand géologue, qui a fait quasiment toute cette partie d'Asie du Sud-Est péninsulaire, je crois, à cheval. Enfin, c'est des aventuriers. Jean-Pierre Carbonel et Saurin ont travaillé en géologie. Il a sorti un grand bouquin de géologie sur le quaternaire cambodgien. Philippe Grelier, tout le monde le connaît, son papa aussi. Et Paul Lévy, qui a travaillé sur la céramique et les périodes récentes. Après sont arrivés, dans les années 60, Roland Mourer, qui était directeur du département du musée Guimet de Lyon, voilà, et Cécile Mourer, paléontologue, que j'ai eu moi-même en cours en DE1 au muséum, et qui ont décidé dans les années 64, alors que Roland était coopérant, d'ouvrir un site. Élève de Rouen pour l'un, élève de Ponte de Lyon pour Cécile. Ils ont décidé, voilà, c'est grâce à eux finalement qu'on est au Cambodge. Et ils ont mis le doigt sur Langspin en disant c'est une grotte importante. Je suis obligé de passer par là parce que le Cambodge a été... ils se sont répartis finalement le travail. Les industries très anciennes, je disais, le long du Mekong, notamment c'est les travaux de Saurin. Sur les sites, les terres surélevées, c'est surtout Grelier, c'est de la protohistoire, surtout Philippe Grelier. Carbonel qui a travaillé à Phnom Lang, et surtout toute la géologie du Cambodge. Encore bien sûr Philippe Grelier, plus les autres. Et Boulbé aussi, bien sûr. Boulbé, bien sûr, sur Balspin. J'aurais dû le mettre, en fait. Ouais. C'est une erreur. Je ne peux pas mettre les deux, peut-être. C'est inconscient. C'est vrai. Je ne sais pas. Voilà. Ces histoires d'historiens, ça. Et après, Roland et Cécile Boubert, merci Pierre. Un acte manqué est un échec réussi, comme on dit. Voilà. Saint-Montseng, c'est un grand site préhistorique. Préhistorique final, plutôt néolithique, transition âge du bronze, assez extraordinaire. Et c'est sur ça que Cartaillac, en 1875-1880, a publié pour la première fois. C'est quand même assez extraordinaire. Et c'était des administrateurs de l'Indochine française qui lui ramenaient des pièces à Toulouse. 3 mois de bateau, la quarantaine, vous imaginez le truc. Des haches à tenons, des céramiques, des parures. Il y a un squelette encore au musée de l'homme, d'ailleurs. Et ce sont des villages qui ont été aussi pillés, le looting, par les paysans, pour vivre aussi. On ne va pas leur reprocher, mais bon, il y a eu quand même beaucoup de pillages dans ces années-là. La grotte
de Langspin a été moins pillé, la préhistoire intéresse beaucoup moins visible. Ça, c'est Roland et Cécile Moir qui nous ont fait l'amitié de venir par 2 fois. On a fait un jubilé 50 ans après. Et vous voyez la photo d'époque, j'ai tout un fond Mourer à ma disposition. Et ils ont fouillé dans les années 64 jusqu'à 71. Alors ils fouillaient pas longtemps, hein, ils fouillaient des petites semaines, des petits tronçons. À tel point que j'ai retrouvé, moi, dans les administrations cambodgiennes, des gens qui avaient fouillé avec eux à l'époque. Secrétaire d'État, ministre, ça peut aider, ça a aidé. Voilà. Donc vous voyez les fouilles dans les années 64, il n'y avait pas de relevé comme on peut faire maintenant. Mais il a trouvé des choses importantes. Il a trouvé voilà, un fragment d'os de pied de rhinocéros, donc de la faune ancienne, des cailloux, ces fameux sumatralites, hein, je vous montrais tout à l'heure, ces gros outils, des coupes à pied annulaires, 2 entières, et puis il a parlé de sépultures. Voilà. Après, bon, la façon de fouiller dans les années 64, c'était un peu plus Far West, mais bon, on le reconnaît non seulement le caractère pionnier, mais en plus d'avoir mis le doigt sur un site très important. Après, il s'est passé, après 71, ce que tout le monde connaît, bon, j'aime bien l'image, hein, elle est très esthétique, mais elle est aussi funeste. Les Khmers rouges. Voilà. Donc on a jusque dans les années 2000, parce que la guerre civile a duré jusqu'en les années... J'en oublie, hein, ça s'est arrêté en 79. Après on a repris, nous, ces études avec mon collègue Anxopadi et des gens de l'EFEO. On est allé refaire les terrasses du Mékong dans un premier temps, donc qui ont été datées de 600 000 ans. Le but était de retrouver les cailloux qui avaient été, soi-disant dit, très très anciens, très archaïques, découverts par notamment Edmond Saurin. On a retrouvé effectivement des pièces très anciennes, alors soit sur bois silicifié, exactement ce que Movius raconte au niveau de la Birmanie, des pièces très anciennes, retouchées, vous voyez, bois silicifié, soit des pièces en quartz, comme ici des denticulés, des choppers, et des pièces qu'on retrouve sur des terrasses. Alors ces terrasses sont difficiles à dater, c'est compliqué. Après, il y a des pièces beaucoup plus claires, comme celle-là, qui sont des outils complètement taillés en grès. Et on a publié ça il y a quelques années, mais avec les datations de l'époque qui étaient de 600 000 ans. C'est très certainement peut-être plus ancien, peut-être aux alentours du million d'années. Donc moi je ne suis pas étonné que le Cambodge ait une préhistoire très ancienne d'un million d'années. On a ouvert cette fenêtre, on ne l'a pas refermée, mais on a voulu mettre un point sur cette chronologie qui nous paraissait importante, et c'était à la demande du partenaire. Ce qui nous intéresse, c'est ce PNOM. Donc on est venu donc, quasiment 50 ans après Roland Mourer, avec son crédit et ses encouragements, parce que je ne me serais pas permis d'aller réouvrir une grotte aussi importante que Langspin, parce qu'ils ont publié un peu dessus, quelques 47 ans après, et c'était en Dieu. Donc une grotte qui se situe, donc je vous l'ai dit, au nord-ouest du Cambodge, au niveau des contreforts, pas loin de la frontière thaï, je passe assez. Alors il n'y en a pas qu'une de grotte, il y en a beaucoup, il y a Phnom Spo ici, Phnom Banan ici, donc qui ont été récupérés à des fins religieuses, cultuelles, intouchables à l'heure actuelle. Il ne restait plus que notre Phnom ici, que l'on retrouve parmi d'autres, effectivement, formations calcaires, mais avec une difficulté de progression. Et ça, c'est des photos qu'on a faites. Donc c'est extrêmement dangereux. C'est des percuteurs. Oui, c'est des percuteurs. Voilà, il y a des mines à peu près partout. Quand vous posez la question aux gens qui déminent, vous dire voilà, on a démité, je sais pas moi, des millions, il en reste des millions et il y a 1,5 million ou 2 millions qu'on ne connaît pas. Donc quand même, c'est des endroits très compliqués au niveau travail. On a vécu avec un fil d'Ariane pendant 3 ans dans la grotte, on en a trouvé 2. On a trouvé celui-là et on a trouvé une mine antipersonnelle au pied de la grotte. Donc c'était des refuges des Khmers rouges, dès qu'ils se sont retirés après les événements. Voilà la photo du Phnom dans les années 60 par Roland Mourer. Vous voyez la différence de végétation. Et là, à l'heure actuelle, quand on va à la grotte, quand on monte en haut, on a un champ de manioc, de cassava, Monsanto d'ailleurs au passage. Voilà. Phnom Tentrang, c'est 14 grottes. Nous, on a fouillé avec la grotte numéro 1. C'est une formation qui est énorme. Toutes ces grottes ont été occupées. Il faut voir ça comme un immeuble. Voilà, il faut voir ça comme un immeuble. Et nous, on a occupé, Giron a pris le loft. Hein. En 2 mots, on n'a pas cherché. Eux non plus, d'ailleurs. Et ça fait 500 mètres par 300 mètres. On y monte donc par un petit chemin dans la partie centrale. Tout ça, c'est des grottes. Alors, il y a la grotte 12 qui est très, très, très riche. Vous voyez ce qu'on a trouvé. On a trouvé plus de 300 pièces lithiques.
donc les gens occupés. Il y a très certainement toute une dimension territoriale à faire. C'est peut-être pas moi qui la ferai, puisque moi je m'occupe de la grande queue numéro 1 et j'ai assez de travail. Mais je pense que dans l'avenir, il y aura vraiment peut-être avec de la géomatique, avec peut-être du SIG de façon poussée, peut-être travailler sur les structurations, les emplacements spatiaux de toutes ces grottes qui ont sûrement des fonctions plus ou moins différentes. Alors il y en a certaines qui ont été vidangées, vous voyez ici, par des moines, des anachorètes qui sont restés pendant des mois et qui vident la grotte pour se faire des litières, pour abriter. Enfin, ils font le travail, ils fouillent, hein, vous allez me dire, mais bon. Voilà. La grotte de Langspil, donc c'est un plafond de 48 mètres. Qu'est-ce que j'ai fait ? 48 mètres, il y a 3 on ne se rend pas trop compte, mais c'est 1000 mètres carrés au sol. C'est une première pièce ici. Il y a des fils tout seuls. Une première pièce ici, une deuxième ici et une dernière là. La photo écrase un peu. On appelle ça la grotte des ponts parce qu'il y a une arche naturelle avec un plafond qui a permis, l'effondrement du plafond a permis des énormes méga-blocs de sceller le remplissage. C'est-à-dire que toutes les pluies, elle n'est pas trop abîmée par la pluie, elle est très protectrice, mais disons que ces blocs nous ont facilité et ont permis de sceller le remplissage, ce qui nous a permis à nous d'arriver derrière à avoir quasiment la totalité du matériel. Il y a eu peu de lessivage. Voilà ce que ça donne. Bon, après quelques années de fouilles, hein, bien sûr, on l'a complètement éventré. Hein. Les archéologues, quand ils travaillent, on ne revient pas en arrière. Donc on a choisi de travailler uniquement sur la partie centrale. Pour la simple raison, c'est que Roland Maurer avait fouillé ici, dans cette partie-là, et avait trouvé une stratigraphie d'1,50 m à l'époque, en disant j'ai atteint le bedrock, j'ai atteint la roche-mère, si vous voulez, ici, et maintenant on est à 10 mètres. Donc quand il est revenu quelques années après et qu'on était à 5 mètres, 6 mètres, il ne reconnaissait pas toute la grotte. Et notre but, ça a été de travailler sur toute la continuité pour comprendre, comme un transect, la succession des niveaux. Je vais vous expliquer ça. Alors, vous voyez l'immensité de la grotte, hein. Les gens sont assez petits ici, ça fait à peu près, vous avez 200 mètres carrés ici c'est quasiment 300, si je prends le pourtour, et là vous avez encore une salle. Donc ça fait à peu près de ce bloc ici vers là où je suis, le nord, le sud étant là-bas, ça fait à peu près 1000 mètres carrés. Je vous montre sur le plan, ça donne à peu près ça. C'est assez gigantesque, on a travaillé que sur la deuxième partie, la plus centrale, où il avait trouvé une datation aux alentours de 8000 ans, en disant voilà, il y a certainement des sépultures, elles ont été mal positionnées, mais il y a une datation à 8000, pas pour le squelette, mais pour des niveaux anciens. Voilà. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un carroyage, et on a repris son sondage, on l'a remis au centre d'un carroyage plus systématique, et on a pu fouiller. On a gardé cette couche ici de contrôle, ce qui permet d'avoir la couche historique. Et quand il est venu, il a retrouvé sa couche. Voilà, c'était assez intéressant, ce qui nous a permis de travailler en profondeur et de pouvoir maintenant, de façon, je dirais, quasiment en 3 dimensions, de pouvoir lire tous ces carrés. Ça, c'est 10 années de fouille, on a ouvert tous ces carrés. Alors, vous avez 3 périodes de Langspil. C'est compliqué parce que quand Roland Maurer a fouillé ici, il a fouillé, si vous voulez, il disait qu'il y avait des gros galets, si vous voulez, je vous ai montré tout à l'heure, mélangés avec de la céramique. Bon. Dans l'autre salle, parce qu'il a sondé les 3 salles, lui, nous on s'est permis de travailler que sur celle-là et à fond, avec 40 fouilleurs chaque année, depuis 10 ans. Donc, sur la première chambre, si vous voulez, chamber, il a trouvé des peaux, il avait trouvé un squelette. Ici, il nous disait dans les publications, et il nous l'a redit sur le terrain quand il est venu, j'ai trouvé ici de la céramique mélangée au galet. Pourquoi pas? Et en fait, on s'est aperçu, et vous le voyez, ce qu'il y a de gris clair, c'est du néolithique, c'est-à-dire que c'est que des sépultures, sépulture, 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 et il y en avait sûrement une ici. Et tout ce qu'il y a de rayé, c'est ce qui se passe avant les sépultures, c'est-à-dire une période entre 5000 ans et 11 000 ans, dernier chasseur-cueilleur. Et lui, en fait, peut-être par méprise, par manque de relevé, peut-être, je ne sais pas ce qu'il a fait, il est passé au travers de tout ça, et il nous a dit, finalement, là c'était clair, la sépulture néolithique, ici par contre j'ai un mélange. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il devait y avoir un pondage ici, et il est passé au travers de la sépulture. C'est pas très grave.
Nous, les premières années, on fouillait avec ces articles, c'était assez drôle, et on le suivait au pas à pas. Ce qui veut dire que chaque fois qu'on a des sépultures, et on en a 6 à Longspin, je vais vous montrer ça, on ne peut pas avoir, comme les sépultures sont sur 1,20 m, ils sont venus, si vous voulez, déterrer les niveaux anciens. Donc, là, vous voyez en gris clair, on n'a pas d'eau à Bignat. Ce que je vous ai montré, c'est-à-dire ces gros galets, c'est-à-dire prénéolithique, entre 5000 et 11 000 à Longspin. Donc, notre but, c'était de trouver des endroits, vous pouvez rayer ici, où il n'y a pas eu de dérangement au niveau sépulcral. Voilà. Alors, les sépultures ont toutes été datées, quasiment, si vous regardez les dates, 3360, 3360, 3310, 3370, 3335, BP, vous enlevez 1500, on est à 1500 BC à peu près. C'est quasiment, je dirais, c'est un clan, on est dans un clan. Donc ça veut dire que Longspin est devenu une nécropole aux alentours de 3000 ans. Les dessins sont de mon collègue Zetoun, qui a travaillé finement et qui a fait un atelier d'anthropologie ici, physique. Et toutes ces sépultures sont orientées tête vers le sud, pied vers le nord, sauf celle-là, qui est une femme, tête vers le nord, pied vers le sud, et vous verrez, elle a des petits... toutes les sépultures ont des offrandes, il y a des pots. Celle-là, on l'appelle la dame de S31, S31, S32, tout simplement parce que c'est très certainement une dame qui est morte en couche. On a trouvé des os de fœtus dans un pot, ici. Donc là, on est rentré dans le quotidien avec une photographie mortuaire, et c'est assez... Alors, on n'était pas parti pour trouver du néolithique, en réalité, et c'est devenu le site le plus ancien, avec autant de squelettes. D'ailleurs, on va faire des analyses isotopiques pour savoir leur alimentation. Cette année, on est en train de lancer ça, et des analyses génétiques aussi. Et en fait, on était parti sur plutôt des chasseurs-cueilleurs, et on s'est retrouvé à travailler sur le néolithique. On a trouvé une dernière sépulture l'année dernière ici. Voilà. Il faut dire que quand il y a une sépulture ici, il y a une perturbation sur un peu, donc sur toute la partie, sur plus de 6 mètres carrés, si vous voulez. C'est-à-dire que quand ils creusent une fosse d'1,20 m, voilà. Alors, à quoi ressemble le néolithique à Longspin aux alentours de 3000 ans? On le sait uniquement par le rapport à la mort, donc c'est une archéologie de la mort qu'on a fait. Autant les Wabiniens, la période juste avant, c'est les chasseurs-cueilleurs, ils ont occupé la grotte pour y vivre. Vous allez voir, je vous montrerai quelques sols d'occupation. Autant là, ils sont venus, ils vivaient dans la vallée, ils vivaient près des fleuves, le Stumcenter, qui est un des grands fleuves, et ils venaient enterrer leurs morts en réveillant, si vous voulez, les niveaux anciens. Donc ils ne nous ont pas aidés, mais ils nous ont laissé des choses assez extraordinaires. En termes de peau, on a quasiment tout entier. Alors, ça a été publié dans la thèse de mon partenaire qui a passé une thèse de Musée national d'histoire naturelle en 2016, Heng Sopadi. Il est plutôt céramologue. C'est une thèse qui a tourné autour de l'archéostratigraphie, mais il s'est concentré sur les céramiques. On a plusieurs types. Il y a des types annulaires ici. Il y a des formes qui sont plutôt fermées et des formes plutôt ouvertes. Des céramiques assez fines, qui sont très certainement pas des céramiques du quotidien. Elles sont extrêmement fines, elles sont toutes conservées. Alors c'est très émouvant parce que quand on fouille très finement, je vais vous montrer quelques photos. Alors elles sont un peu écrasées, donc tout ça, ça a été remonté, restauré au Musée national de Phnom Penh, à l'atelier de restauration, avec des mains de fées et des mois de travail. Je remercie au passage tous les gens qui travaillent, je ne vais pas les nommer. Il n'y a pas de tour, là, c'est ça? Non, il n'y a pas de tour, c'est fantastique. C'est fait au Colombin, voilà. Ouais, c'est assez extraordinaire. Associé voilà, la céramique, quand on la trouve, elle est complètement écrasée, mais elle est entière, si vous voulez. Alors, parfois, elle est plus entière que ça, c'est-à-dire qu'elle est complètement posée. Parfois, elle a été écrasée par le poids des sédiments, par la taphonomie. Associé, on trouve souvent de la pierre polie, c'est du néolithique, donc pas de problème. Et voilà ce qu'on peut faire, ce qu'on peut détailler en termes de travail paléanthropologique. Ça, c'est le travail de Valérie Zetoun, qui a travaillé sur toutes ces sépultures. Voilà. Je vais vous les montrer une par une assez rapidement. Des formes fermées ici, très, très fines, une céramique qui est très fine, associée à soit des gouges, comme ici, soit des herminettes à tenons. Et vous voyez ce que donne une sépulture en cours de fouille. C'est une fouille très fine, c'est-à-dire, je pense que quand Roland Mourer a fouillé, c'était un problème de méthode de fouille, c'est-à-dire qu'il est descendu trop vite. Nous, on fouille centimètre par centimètre, millimètre par millimètre, et le but est de suivre l'anatomie, si vous voulez, du squelette. Si on ne connaît pas l'anatomie du squelette, on casse tout, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'on est au niveau du pelvis, il faut faire attention. C'est pas qu'on l'imagine, on le suit. Donc, on anticipe.
Et l'atelier d'anthropologie pour le terrain, non seulement on préparait les étudiants à ça, à l'anatomie, à la finesse de la fouille, et ça je dis un grand merci à mon collègue, mais en plus on fouille à côté, bon là il n'y est pas, mais il y a toujours le plan du squelette à côté pour suivre. Voilà. Une autre sépulture qui est une des plus spectaculaires, j'aurais pu te l'envoyer, celle-là c'est vrai. Elle n'a pas été complètement publiée, on appelle ça la sépulture du chef, bon, c'est le plus grand, visiblement c'est un homme, il a des bracelets, bon c'est pas le carnaval de Rio, mais bon, on a trouvé 3500 perles. Donc il était très certainement, il avait une tunique ocrée, ici, et là, au niveau peau, là c'est un record, ils sont quasiment entiers, et c'est un individu de grande taille. La couleur sur le dernier pot, c'est d'origine? Ouais, tout est d'origine. Ouais, c'est assez extraordinaire parce que ça n'a pas été du tout ravagé par la guerre, ni par les Khmers rouges qui ont occupé la grotte. Au début, dans les premiers dieux, on trouvait des douilles. Et un jour, on a eu une excellence qui est venue, je me souviens très bien, on a fait visiter et c'est très impressionnant la sépulture parce que ça parle de suite aux gens. Si vous montrez des niveaux abiniens, je vous le montrais tout à l'heure, ces chasseurs-cueilleurs, c'est déjà plus hermétique, hein, des scapulas de rhinocéros, Là, la sépulture, c'est là. Et puis, je me souviens, il y avait le ministre par intérim de la Culture, et puis avec Valérie, on lui pose la question, on lui dit « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et alors, il me regarde, et puis il me dit « Un, il n'a pas de cravate, donc c'est pas un Khmer rouge. » Ça, c'est bien. Et deuxièmement, c'est pas mon ministre, parce que je l'ai vu ce matin. Voilà. Donc, le rapport à la mort des Cambodgiens, certains le savent. Ils ont été très émus de voir ça, parce que c'est des populations pré-angkoriennes, alors pré-angkoriennes, avec une finesse. Alors, au début, on ne savait pas trop ce que c'était de l'albâtre, c'est des bracelets, c'est du coquillage. Alors, il n'y a pas la mer du tout à Langspin, hein. Vous avez bien vu où c'était. Donc là, il y a très certainement des réseaux d'échange. Tu sais à quoi ça ressemble? Au disque des proto-indo-chinois qu'on met dans les oreilles. Il y a ça, et on trouve beaucoup ce genre de disques à Kambanandi en Thaïlande, on trouve ça un peu en Asie du Sud-Est, sous forme de pierre en Birmanie, à des époques plutôt des époques du métal. Voilà, l'exemple d'une très belle sépulture. Voilà. On trouve exactement les mêmes objets, on les a mis en comparaison avec le grand site de plein air du Tonlé-Sap. Donc ça serait intéressant un jour, Etaï, Bamlok, quoi, et puis Kopavandi, qui était fouillé par Charles Hayam, notamment. Et on retrouve en fait une homogénéité, je dirais, des modes d'inhumation au néolithique et à des périodes un peu vers l'âge du métal. C'est exactement le type de pièces identiques qu'on peut retrouver dans les sépultures du Tonlé-Sap néolithique et à Langspin. La différence, c'est que Langspin, c'est bien daté et que ça s'est trouvé en stratigraphie et en contexte funéraire. Tonlé-Sap, ça a été trouvé en contexte marécageux et plutôt perturbé. Et là, parce qu'on dit toujours que dans les marécages, c'est mieux préservé, c'est pas le cas? C'est mieux préservé pour l'os et pour le bois. Ah, oui. Par ailleurs, au niveau stratigraphie, marécage, c'est pas terrible. Voilà. Et puis, il y a beaucoup d'amas coquillés, puisqu'ils ont beaucoup consommé les coquilles, ça fait que c'est... Voilà. Donc, des analyses chimiques ont eu lieu il y a quelques temps au muséum, et c'est bien du coquillage. Alors, ils n'ont pas encore le nom de la bestiole. Je ne dis pas que c'est un murex, mais bon, c'est pas un conus, mais c'est un coquillage qui est en train d'être déterminé. Voilà une autre sépulture I-31, alors très intéressante, il y a une parure, donc c'est une canine de suidé. On a des crayons d'ocre, on a trouvé des carapaces de tortue entre les jambes, et des pots quasiment entiers ici. Vous allez dire c'est facile hein, à ce niveau-là, voilà. Et des pots quasiment entiers, il y en a quelques-uns cassés qui n'ont pas pu être remontés. Bon, je souligne aussi le caractère extraordinaire aussi des dessins aussi qui ont été faits par les Khmers. Bon, c'est des gens qui savent faire, qui ont fait un excellent travail. Voilà une autre sépulture différente, avec les genoux pliés ici, et pas très très riche, qu'on retrouve sur la partie est. Les genoux pliés, ce serait éventuellement repliés dans une jarre? Ouais, alors non, ils ne sont pas dans des jarres, ceux-là, mais bon, je pense que Valérie aurait pu faire un jour peut-être une conférence sur ça. En général, quand on enterre les gens, on plie les genoux. C'est après, quand le corps se détend, il revient à l'horizontale. Parce qu'il y a de l'air dans la cage thoracique qui explose, et en fait, dès que que la chair a été consommée, donc il y a un évasement
du squelette. Au final, en fait, la position qu'on a au final, c'est la fin d'une chaîne opératoire mortuaire, pour prendre un terme d'ethnologue. Voilà. Donc là, c'est la dame S32 avec des os de fœtus trouvés ici et dans des petits pots. Donc c'est sûrement une dame qui est morte en couche il y a quelques 3000 ans. Voilà. Alors ils ont en commun, ces squelettes, un rituel qui est très intéressant. J'invite les ethnologues si ça les intéresse. J'avais lancé le sujet, mais ça n'a pas été trop suivi. C'est qu'il y a l'arrachage des incisives, soit supérieur, soit inférieur, systématiquement. Donc rituel, passage. J'ai demandé à Yang Shuling des données sur ça. T'en as ? Voilà. Chez les Khoi, il y a quelques données sur ça. C'est très intéressant parce qu'on est en train de chiffrer par ces sépultures le début de ce type de tradition qui serait un passage pas à l'âge adulte, mais qui serait un passage particulier dans la vie de jeunes gens. Ça a été fait durant le vivant de la personne. Vous voyez qu'il y a une cicatrisation alvéolaire. Et c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout en Asie du Sud-Est. Moi j'ai vu ça chez les Mentawai. Bon, limer les dents. Au large de Sumatra. Au large de Sumatra. Donc, c'est des choses qu'on retrouve. On retrouve chez les Khoi au Cambodge. Tous les proto-indo-chinois pratiquaient ça. Il y a des articles qui les décrivent très bien, notamment ceux d'Albert Maurice et de Pierre Huard aussi. D'accord. Je te les communiquerai. Je reviendrai vers toi. Valérie cherchait des données sur ça. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on chiffre. Il y a 3000 ans, ils faisaient déjà ce genre de pratique. Ça, c'est intéressant parce que c'est un fait irréfutable. Et vous voyez la cicatrisation. Hein. C'est pas du tout l'arrachement à la fouille ou post-mortem. Hein. C'est des choses qui ont été cicatrisées pendant la vie de l'individu. Juste pour vous montrer à quoi ressemble une coupe stratigraphique. Alors, quand il y a le néolithique qui arrive, perturbation sur 1,20 m. Donc, quand on voit que le Wabinien était jusqu'ici, il est perturbé sur quasiment une grosse partie. Donc, vous voyez, c'est exactement cette coupe qui est ici. Voilà, c'est pour vous montrer un peu comment on travaille. On fait des projections d'objets, donc spatiales ou verticales. On voit que quand il y a une sépulture, tout ce qui est orange, c'est le squelette en projection. Tout ce qui est rouge, c'est les céramiques. Tout ce qui est bleu, c'est le Wabinien. Ils ont tout mélangé. C'est-à-dire que non seulement ils ont creusé un trou, mais après ils ont repris la terre, ils ont remis les objets. Je me souviens d'avoir fouillé ici en début, je voyais de la céramique mélangée. Là, je me suis remis dans l'époque de Roland Mourer, qui a dû traverser une sépulture. Et donc, finalement, vous fouillez du remanié jusqu'à la sépulture. Donc, si la sépulture fait 1,10 m, vous avez 1,10 m de remanié. Si elle fait 1,50 m, voilà. Il y a une moyenne à 1,20 m. Lockspeed, ils ont fait des sépultures sur 1,20 m. C'est comme ça. Ils creusent des fosses sur 1,20 m. Voilà ce que ça donne. Alors, au niveau du Wabinien non perturbé, c'est-à-dire le niveau avant sépulture, si vous voulez, néolithique 3000 ans, le Wabinien, c'est les derniers chasseurs-cueilleurs, si vous voulez, c'est les mésolithiques, je prends un terme européen, c'est-à-dire les derniers chasseurs-cueilleurs de la forêt tropicale, qui font ces gros galets dont je vous montrais au début, dont Madame Colani a parlé dans les années 20. Sous quelle forme sont représentés le Wabinien? Voilà, quand ce n'est pas perturbé par les néolithiques, on a des sols extrêmement plats, avec associés des vertèbres, du galet, vous voyez, et on fouille très finement les cuisines de ces gens. Là, on se retrouve, si vous voulez, dans des sols très classiques en préhistoire. Vous voyez des outils ici. Alors c'est très fouillis, hein, c'est extrêmement dense. Vous avez des accumulations osseuses avec des outils, des os ici. On est dans la cuisine de ces gens-là. Alors, si les néolithiques arrivent, si vous voulez, ils creusent 1 mètre est ici, ils creusent sur 1,20 m, ils enlèvent, si vous voulez, quasiment la moitié. Les datations qu'on a eues pour le Wabinien ont été aux alentours de 5000 ans dans la partie supérieure, 10 000 partie inférieure et 11 000. On peut dire qu'entre 11 000 et 5 000 ans, il y a eu des hommes modernes qui sont venus occuper la grotte. 5 000 ans à peu près ici. On a trouvé un crâne au Wabinien, mais je ne le présente pas aujourd'hui parce qu'il est en cours d'étude. Le niveau supérieur à 5000 ans est très anthropisé, vous voyez très noir ici, moins anthropisé ici, il y a encore du matériel ici, mais l'essentiel du matériel c'est quand même entre 70 et 80 cm.
gros outils, comme je vais vous montrer. Donc notre but était de comprendre non seulement ces outils, leur diversité, et je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais surtout leur association avec la faune chassée. Quelle était la faune de l'époque? Est-ce que c'était une forêt-galerie, une forêt tropicale, une forêt fermée, une forêt ouverte? Je vous montre un peu rapidement à quoi ressemble le sol. Là, vous avez l'atlas, une grosse vertèbre d'un bovidé. Vous avez, ça c'est du cervidé ici. Vous voyez des outils ici. Bon, je vous ai montré cette photo tout à l'heure. Et vous avez des gens qui ont habité le long des parois. Bon, si les néolithiques arrivaient, ils détruisaient tout, ils enterraient leurs morts. Après, vous avez un peu de parure, les oignaux, du scapula de rhinocéros, du cervidé ici, énormément de serpents. Là, j'ai un paléo-herpétologue qui vient pendant 20 jours travailler sur les serpents de Manxmin, parce qu'entre les pitons, les serpents communs et les Ophiagus, Anna, comme les cobras royaux, c'est extrêmement compliqué de voir ça à travers les vertèbres. Alors, le meilleur spécialiste des serpents en Asie du Sud-Est, c'est Serpent du Laos par Jean Deuve à Lorstom, qui est valable pour toute l'Asie du Sud-Est. Exact, exact. Et là, alors lui, il travaille sur les serpents actuels. Oui. Là, en paléontologie, là, on est sur l'os. Hein. Là, au niveau des vertèbres, il faut faire vraiment la différence. Donc, ils sont allés se former en anatomie comparée. Et là, ils vont attaquer le travail au mois de novembre. Voilà. Le matériel lithique, ça c'est Roland Moer qui était venu avec nous, se situe, alors ils allaient chercher du galet très particulier, notamment ce qu'on appelle la cornéenne, mais il y a aussi un peu de calcaire et du grès, pas très loin de la grotte, maximum 5 km, et puis les ruisseaux attenants où on trouve du galet, et ramener ces galets à la grotte. Au niveau des méthodes de taille, je vais passer assez vite, ils font des fracturations, ce qu'on appelle en split, pour ouvrir 2 galets et faire des outils. Je passe sur ça, c'est de l'analyse technique. Et puis on a pu reconstituer des chaînes opératoires, soit sur split, c'est-à-dire des galets fendus, soit c'est plutôt du chopper, c'est-à-dire un tranchant dégagé à partir d'un galet plutôt ovoïde, ou bien sûr les unifaces wabiniens, qu'on a baptisé les unifaces Colani. Voilà. Voilà ce genre de pièces sur lesquelles on travaille, qu'on dessine, avec bien sûr aussi un micro-outillage qui est présent dans ce matériel. Vous remarquerez, je parlais de civilisation du végétal, il n'y a pas une pointe. Pour des chasseurs-cueilleurs, il n'y a pas une pointe. Donc moi j'étais parlé de ce postulat, est-ce qu'il existe des chasseurs-cueilleurs sans pointe? Ça c'est une autre conférence aussi. Mais voilà le matériel wabinien qu'on retrouve aux alentours de 11 000, 5 000 ans. Ça pouvait être en végétal, non? C'est en végétal. Voilà. Alors c'est un matériel qui est difficile à étudier parce que c'est des matières qui ne sont pas silicieuses, qui sont rugueuses. Mais tout ça a été trouvé en stratigraphie. Tous ces objets ont été codés en 3 dimensions, ce qui permet des projections sur un plan archéostratigraphique. On a des pièces, bien sûr, après on s'y habitue, hein, je veux dire, c'est des pièces qui ont demandé du travail et de l'analyse. On a quelques pièces exceptionnelles avec des débuts d'emmanchement, comme vous pouvez y voir ici, qui peut-être laissent penser que c'est peut-être plus complexe que de simples galets. À voir. En ce qui concerne la faune, je passe assez vite, c'est une faune essentiellement du bovidé, extrêmement compliqué les bovidés, ils disent bovinés en plus, les paléontologues. Il y a un peu de rhinocéros, il y a beaucoup de tortues, et il part tout seul. Et il y a surtout tout ce qui est gore, d'antenne. Voilà, c'est extrêmement compliqué. Qui ont disparu. Donc retrouver à partir d'anatomie comparée, à partir de données, de sources ou de dessins, c'est très très compliqué pour eux. Après, bien sûr, il y a du sanglier et il y a très très peu de singes dans les 8%, ce qui indiquerait qu'il ne s'agit pas d'une forêt complètement fermée, qu'on est déjà dans une situation de plaine, plutôt de forêt-galerie. Voilà. Voilà. Alors, l'intérêt arrive, je dirais, le final est là, c'est-à-dire que là, j'étais dans les niveaux où je vous disais 1,50 m, Roland Moer s'était arrêté là. Maintenant, on est quasiment à 10 mètres. On a ouvert sur 4 mètres carrés, et notre but c'est d'avoir, si vous voulez, les entrailles de cette grotte qui, après le Wabinian, on voulait savoir ce qu'il y avait comme matériel. Ça c'était il y a 4-5 ans, ça commence à devenir dangereux, on est à 5 mètres. Et bien sûr, relevé avec des tubes en plastique pour avoir les altitudes. Et on a pu mettre en évidence, bon, grâce à un système qu'on a mis au point l'année dernière, c'est-à-dire que maintenant on est à 10 mètres, donc on a fait un système d'étayage, on n'a pas l'ascenseur mais presque. Et en fait avec une sécurité, ce qui nous permet de travailler dans ce puits, qui nous donne toute la profondeur de temps, puisqu'on est arrivé à 71 000 ans. Ce qui fait le site
le plus ancien d'Asie du Sud-Est continentale. Continentale péninsulaire, j'insiste, parce que sur Java, on est à 200 000 ans en grotte. Après, il y a des sites de plein air qui sont plus anciens. Les terrasses du Mékong sont à 600 000. Mais je parle en grotte, en stratigraphie, si vous voulez, sédimentaire. Il y a tout un enregistrement climatique qui se passe sur 71 000 ans. Et c'est pas fini, puisque 71 000 ans, c'est à 5 mètres. On est maintenant à 10 mètres. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe entre la fin du Wahbinien? Alors, je reprends la coupe, si vous voulez, le Wahbinien se situe en partie supérieure, jusqu'à 10 000, 11 000 ans, on est là. Le néolithique, si vous voulez, il est par là, quand il vient de perturber. Après, on a une industrie à silex qui se promène entre 11 000 et 26 000 ans. Difficile à évaluer, mais bon, c'est une autre. Il refuse d'utiliser les galets comme en haut, c'est-à-dire il passe à l'utilisation d'une matière première locale, c'est-à-dire trouvée dans l'environnement proche de la grotte. C'est assez intéressant au niveau des techniques. C'est plutôt de l'éclat, c'est pas du façonnage. Vous voyez la différence. Et puis, juste en dessous de la date de 71 000 ans, sous un niveau à argile, on a trouvé 3 galets très anciens, dans un contexte qui n'est pas galé. On est dans une argile sédimentaire, qui sont des pièces très très importantes. On a une date donc à 60. Alors vous allez me dire comment ça a été daté. Alors, la plupart du temps, c'est du C14 jusqu'à 11 000. 26 000 ans, c'est de l'OSL. Je ne vais pas détailler, c'est des méthodes par luminescence qui permettent de dater le quartz à l'intérieur des sédiments. Donc c'est des datations assez sûres. Ce qu'il me faudrait maintenant, c'est d'avoir une datation un peu planchée. Je vais vous montrer les cailloux qu'on a trouvés. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a au-dessus. Donc vous voyez le caillou qui a été trouvé ici. On a trouvé 3 galets taillés, 3 blocs plutôt taillés. Ici un chopper sur un bloc de calcaire. Là plutôt un chopping tool avec des arêtes, des enlèvements d'un côté et des enlèvements de l'autre. Vous voyez les enlèvements. Et un bloc qui a été utilisé avec une utilisation qui est polaire ici. Ça, c'est des outils très très importants puisque on a aux alentours de 71 000 ans, autant qu'on ait des industries très anciennes aux alentours du million, 2 millions d'années, autant 71 000 ans on les a pas. Ça fait partie des sites très rares où on a un niveau 71 000 ans. Voilà, l'outil le plus ancien qu'on ait trouvé, qui est très certainement le plus ancien des Sud-Est péninsulaires, ce qui nous a valu la visite des tailles à maintes reprises, parce qu'ils n'ont pas de site profond. Et c'est quand même la grande rivalité des tailles sur à peu près tout en Asie avec les Khmers. Mais là, sur ce site-là, ça fait partie des sites très profonds. Voilà. Je vais juste remontrer quelques images de fouilles pour montrer la majestuosité de la grotte et puis la dimension des lieux. Alors, vous imaginez, on est à 10 mètres, si vous voulez, à partir du niveau actuel de la grotte. Si vous faites une symétrie, une projection, quand vous voyez la voûte à 48, je ne sais pas à combien est la baignoire, mais je ne sais pas quand est-ce sera le bedrock. C'est des fouilles qui sont faites en 3 dimensions, carroyées, donc tout est enregistré. Et ça, c'était le début quand on est arrivé avant de tout fouiller. Voilà, je vais m'arrêter là. Je voulais remercier d'abord le ministère de la Culture et des Beaux-Arts de Phnom Penh, le Muséum national d'histoire naturelle, mon employeur, l'Agence universitaire pour la francophonie, le ministère des Affaires étrangères de Paris, l'ambassade de France à Phnom Penh, qui ne me donne pas encore assez, l'UNESCO, et bien sûr, je dirais, les membres de la mission préhistorique franco-cambodgienne et Roland et Cécile Mourer, sans lesquels on ne serait pas là. Voilà, je voulais vous remercier. Merci, c'était vraiment d'abord passionnant mais très utile pour la synthèse qui est très rare. Hein. C'est formidable d'avoir une synthèse de cette envergure spatiale et historique et pas seulement sur l'objet même mais aussi sur le contexte. Voilà. Mais c'est la grotte qui donne ça. La chance, c'est que cette grotte est exceptionnelle. Des questions Présentez-vous. Brian Minec, première année en cryptologie à Strasbourg. Et je me posais une question, peut-être que faire le lien entre écologie et archéologie pour le coup, sur les sépultures que vous avez dit à un moment donné que les sépultures qui présentaient des hommes étaient tournées vers une direction et les femmes une autre. Et je me souviens d'un cours du professeur René Sommet où lorsqu'il y avait un mort dans les villages en Afrique de l'Ouest, eh bien les hommes avaient la tête tournée, le regard vers l'Est parce qu'ils se levaient le matin le matin ils se levaient pour regarder vers l'Est pour savoir quand ils allaient travailler au champ, et les femmes vers l'Ouest pour savoir quand elles devaient retourner chercher de l'eau pour les hommes qui travaillaient au champ. Et je me posais la question pourquoi, là, en l'occurrence, on n'était pas vers l'est et l'ouest que les sépultures étaient tournées,
Mais vers le nord et le sud, c'est ça? Nord et sud. Non, et là, je voulais savoir pourquoi. Je vais avoir du mal à répondre, mais vu l'allongement de la grotte, ils se sont mis dans le... Bon, il faut imaginer les gens peut-être venir en cérémonie, je veux dire, c'est pas des moments... Nous, on fait une archéologie de la mort, et je remercie mon collègue Zetoun du PMC, d'ailleurs, qui est partenaire du séminaire avec le professeur Leroux. Hein. Donc, on a travaillé surtout sur le positionnement et sur le... Si vous voulez, quand on fouille une sépulture, il faut prendre ça comme une photographie. D'ailleurs, j'ai essayé de donner des images... Pas de l'évolution de la fouille, parce que c'est très long à fouiller. Il faut quasiment un mois pour dégager un squelette sans le casser, parce que vous avez vu, ils sont entiers. Ça, c'est le travail de Valérie, je le salue, parce que c'est un travail minutieux. Et puis, on peut pas le fouiller sans connaître, je le dis, l'anatomie. Pour ça, c'est difficile. Alors, effectivement, je dirais que les hommes sont tous, je dirais, dans la même orientation. Dire que c'est un homme et une femme, c'est pas si simple que ça. Quand vous allez chez le médecin, en général, à moins d'un carioca, on arrive à dire que vous êtes un homme, vous êtes une femme. Ça, c'est un médecin. Quand un anthropologue physique travaille sur l'archéologie de la mort, Valérie Zetoun, pour vous faire un cours sur ça, ils ont 60% de chance de se tromper quand on connaît les os au préalable. Vous prenez des squelettes d'hommes, des squelettes de femmes, vous mélangez tout, et vous faites un test, vous avez 60% de chance de se tromper. Alors, ils ont mis au point des méthodes très, très précises qu'ils ont appliquées au squelette de Langspit. Effectivement, c'est que des hommes. Alors, sauf le jour où on a trouvé une femme. C'est la femme qui éclaire le reste, en fait. Parce qu'on aurait trouvé que des hommes, on aurait dit, bon, mais finalement, c'est une nécropole masculine. Et finalement, il y a quelqu'un qui a l'air richement doté, avec plusieurs peaux, des bracelets, ça a l'air d'être un chef, avec une tunique, il y a plus de 3500 petites perles, très finement percées, donc forêt. Là, je n'ouvre même pas le sujet, il y a un forêt, etc. Et là, vous avez quand même, on peut parler déjà de rituel et surtout peut-être de différenciation sociale. Parce que le squelette du chef, là, avec les bracelets, est plus riche, effectivement. Après, pour l'organisation il aurait fallu trouver une deuxième femme. Peut-être dans le même sens. C'est-à-dire, à ce moment-là, on aurait pu dire, voilà, mais les femmes, dès qu'elles arrivent, elles sont mortes, on les met dans l'autre sens. Dans les sociétés traditionnelles actuelles, les sociétés malaises, par exemple, péninsulaires, ou Thai Lao Khmer et les proto-indo-chinois, dans les maisons d'habitation, il y a un espace homme qui est frontal sur la façade et un espace femme qui est derrière la cuisine. Il y a une séparation et toutes les maisons sont orientées soit à l'est, soit au sud, jamais à l'ouest, jamais au nord. Et dans les pagodes, alors toutes les pagodes, c'est Louis Gabot qui me le a remarqué, toutes les unités d'habitation des bonzes, par exemple, sont au sud. C'est lié symboliquement, métaphoriquement à la vie, le sud, le nord à la mort, l'est à la naissance et l'ouest à la l'ouest c'est la mort et le nord c'est la préfiguration de la mort. Mais peut-être que c'est plus ancien que le bouddhisme. Moi, on n'a pas de réponse à ça. Nous, on n'a pas de réponse. C'est le stock de squelettes en place le plus complet, je pense, d'Asie du Sud-Est continentale aussi, parce qu'on en a trouvé 6 sur la salle 2, mais la salle off est 300 mètres carrés. Je pense que je laisserai la mission dans 3 ans à un archéologue funérariste qui est en train de faire sa thèse et qui va en trouver sûrement 17. En fait, ils sont tous les 2 mètres. Ça aussi, on peut regarder tous les deux. Ils nous ont laissé la paroi, parce qu'au moins on a le Habinien qui est en place, mais ils ont enterré leur mort tous les 2 mètres. C'est-à-dire que je me souviens, Valérie sur le terrain disait, mais là je suis sûr qu'il y a un Maccabée qui est comme ci, comme ça. À la fin, on arrivait à anticiper même, et on disait aux étudiants, allez doucement, parce que là vous allez très certainement. Dès que vous commencez à avoir des pierres un peu verticales, vous sentez que c'est une fosse, ça a dû bouger, et là c'est parti, vous avez Maccabée. Maintenant, je pense qu'on aurait dû trouver une deuxième femme, et là on aurait eu peut-être un semblant de sens dans la direction. Cette dame est morte en couche, ça, malheureusement, on l'a dans les pots. C'est très émouvant d'ailleurs à fouiller parce que on ne savait pas que c'était une femme au début, mais quand on a vu des petits os d'enfants et tout, on dirait des os, c'est tout petits os. Et tu retournes fouiller quand Moi, je retourne en février là. Mais je suis sur des niveaux. Là, je suis en bas. Donc, t'auras pas. Si jamais tu reviens nous le dire. Ah oui, non, je peux revenir vous le dire, mais on peut parler d'autre chose la prochaine fois. Mais c'est une bonne question, mais on commence à peine. L'isotopie, par exemple, qu'on va mener sur les dents des squelettes, va nous donner l'indication sur l'alimentation. Voilà. Les néolithiques, ils sont sédentaires, mais ils n'habitent pas dans la grotte. La grotte, si vous voulez, elle a été nécropole à 3000 ans, mais elle a été lieu de vie à 11 000. Alors, comme on n'a plus beaucoup de temps, parce que vous devez prendre le train tous là, ce soir, on va faire une petite pause très courte de s'aérer, mais avant j'ai une remarque, puisque je vois qu'il n'y a pas beaucoup de réactions, ça fait peur un peu, le sujet est vaste. Non, mais le sujet est... Et alors moi j'ai 2 remarques à faire.
La première, les vases cupulaires, à coupe annulaire. voilà, ça ressemble, la forme. J'ai tout de suite pensé au tambour de bronze. La forme est la même, apparemment. Il y a un peu ça, et on retrouve C'est ce type de vase. Ou à Bignan, normalement. Non, là, tu es dans le Dongsonien. Le Dongsonien, oui. Il y a un peu ça, et on retrouve ce genre de peau, je ne vais pas ouvrir le sujet, en Thaïlande du Sud, à Langrong, ils ont trouvé des sépultures avec les mêmes vases. Donc, et c'est comme les crayons d'ocre, on les retrouve, Valérie peut faire peut-être une conférence sur ça la prochaine fois. Il y a des récurrences dans les modes des modes funéraires, en tout cas, dans ces pays, très certainement aux alentours de 3000 BP. Alors, la deuxième remarque, c'est les coquillages. Donc, je ne sais pas si tu as trouvé beaucoup de choses. J'ai réédité en 93 les travaux de Jacques de Morgan, archéologue, explorateur de Azerbaïdjan. C'est ça? Azerbaïdjan. Non, mais lui, il a le code d'Hammurabi, ça, mais là, il a travaillé, c'est de sa jeunesse, il faisait de l'ethnographie des sagas des pygmées de Malaisie. D'accord. Et associé à son enquête, il y a le travail je travaille sur les coquillages, et j'ai toute une monographie de tous les types de coquillages de la région. Le livre, on te l'apporte dans 10 minutes. D'accord. Ça, tu auras au moins un échantillonnage, parce que c'est rare, ça a été publié en 1886 et c'est introuvable. La remarque que je voulais faire, c'était à propos des achatonnons en pierre. Alors, on les retrouve à l'identique, cette fois en métal maintenant. Je les ai retrouvés moi-même chez les Moken de l'archipel de Thaïlande et des Andamans entre Thaïlande et Birmanie, de langue austronésienne. Et je les ai retrouvés également à Bornéo, chez les Merap et chez les Mengai de la province Kalimantan Est, et sous la même forme, emmanchée pour faire soit une hache, soit une herminette, soit une doloire. Et ça s'appelle dans les deux sociétés qui sont très loin l'une de l'autre, plusieurs milliers de kilomètres, c'est Beliong. Le même. Beliong. Capac Beliong. C'est ça. Ouais, c'est la même. Ouais. J'ai juste un mot sur la conférence d'avant. Je pense qu'il y a quelque chose à gratter chez Gilles Deleuze, ça me revient, sur la déterritorialisation, sur la migration chez Deleuze. C'est très intéressant. Dans 1000 plateaux, il a écrit des choses extraordinaires sur la façon de se déterritorialiser. Voilà, c'est tout. Je pense à toi. Merci. D'autres, pour ceux qui souhaiteraient poursuivre le questionnement, on ne pourra pas avoir le pot ce soir parce que nos conférenciers sont obligés de rentrer à Paris parce qu'ils ont nous fait la gentillesse de venir alors qu'ils ont été très débordés tous les deux. Mais on pourra leur écrire par courriel, on passe par moi ou par M. Cometti pour les joindre s'il y a des questions qui viennent après. Et là, on va faire une pause, c'est ça? On fait une pause pour s'aérer un peu. 5 minutes de pause. Merci.